On évoque tout de suite notre page internationale. Mais juste avant ça, nous avons sur notre plateau Aurélien Saint-Toul. Vous êtes député LFI des Hauts-de-Seine et co-rapporteur d'un rapport d'information sur les dépendances militaires de la France vis-à-vis de l'étranger. C'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Mais effectivement, l'actualité, on vient d'en parler, c'est aussi cette garde à vue hier de Rima Hassan. Vous êtes député LFI. Ce matin, la France Insoumise dénonce un acharnement judiciaire. Vous êtes sur cette ligne ? Manifestement, plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas venu pour réagir à ce sujet, donc je considère que vous êtes en train de me prendre en traître. Deuxième point, juste auparavant... Là, c'est l'actualité aussi. Oui, écoutez, je vous réponds. Vous me posez votre question, moi je vous donne ma réponse. Le deuxième point, c'est que vous êtes en train de commenter des faits dont vous n'avez aucune connaissance et à perte de vue. Juste avant la séquence précédente, vous avez fait intervenir 2 éditorialistes ou 2 personnes, dont l'une est membre de LR, et évidemment, vous ne l'avez pas précisé. On a dit qu'il était membre du think tank gaulliste. Oui, alors il n'est pas membre d'un think tank, il est candidat pour LR. Donc vous voyez, vous avez dans votre pratique de journaliste des choses qui sont très gênantes. Maintenant, j'en viens au fond parce que je n'ai pas peur du fond. La réalité, c'est que Mme Rima Hassan a été convoquée alors qu'elle est parlementaire et elle a été convoquée pour un tweet, ce qui en soi est déjà dérisoire et scandaleux. Elle a été convoquée avant même la levée de son immunité parlementaire, ce qui en soi est aussi scandaleux. Et le troisième point, c'est que pendant toute la journée d'hier et pendant toute la garde à vue, alors qu'elle s'est présentée libre, on s'est retrouvé avec des gens qui ont distillé des éléments probablement fallacieux, la suite nous le dira, alors que, évidemment, tout ça devait être couvert par le secret. Donc vous voyez, on a un problème fondamental dans ce pays, c'est qu'en ce moment, la police et la justice sont en train de partir à volo, que l'état de droit est en train de s'effondrer et que c'est ça qui devrait nous préoccuper. Alors après, vous pourrez discuter à perte de vue si Rima Hassan est ceci ou Rima Hassan est cela. La réalité, c'est que Rima Hassan est ciblée parce que c'est quelqu'un qui tient tête et qu'elle a un double défaut. C'est une femme, elle est d'origine étrangère, elle est arabe et je dirais même qu'elle est arabe parmi les arabes parce qu'elle est palestinienne et c'est ça qu'on lui reproche. Pour le reste, évidemment, je considère que votre façon de travailler est scandaleuse parce que vous nous parlez de faits dont vous n'avez aucune connaissance. C'est normal d'en parler, c'est l'actualité, c'est à réagir. Non, mais le vous parquet, ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a eu des communiqués donc, du je parquet. trouve que cette façon de faire est indigne du service public et vous aurez l'occasion de devoir en rendre des comptes un jour. C'est normal d'en parler. En tout cas, la justice a été saisie, l'a convoquée, donc c'est aussi l'actualité. Mais merci pour votre réaction et je redis que donc on écoutera la prise de parole de Rima Hassan à 17h sur notre antenne. Toute autre chose. Donc, on va revenir sur l'information de la nuit. Pete Hegseth a limogé cette nuit son chef d'état-major de l'armée de terre, Alban Mikosi, notre spécialiste des questions internationales. Comment on peut analyser cette éviction ? Alors, de plusieurs manières, mais la chose qui paraît évidente, c'est qu'elle témoigne d'un désaccord sur la ligne stratégique. On va s'expliquer. La dernière fois je parle là, sous le contrôle du lieutenant-colonel qui connaît l'histoire encore mieux que moi, mais la dernière fois qu'aux États-Unis, un chef d'état-major est licencié par son ministre de la Défense, c'est MacArthur, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que le général MacArthur envisageait une intervention possible de l'armée américaine en Chine. Et le président de l'époque, Truman, dit non, alors ça ne va pas être possible. Manifestement, quand on licencie en temps de guerre, parce que c'est ça dont il est question, quand on limoge en temps de guerre le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est qu'il y a un désaccord qui est plus que politique, qui est stratégique et militaire. Donc clairement, qu'est-ce que le chef d'état-major n'a pas accepté dans ce que lui a demandé Pete Hegseth ? On ne le sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que les nouvelles qui viennent de l'état-major ne sont pas bonnes pour le gouvernement Trump. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fuite qui vient de sortir ce matin, c'est que le renseignement américain, le renseignement militaire, affirme que moins de 50% des lanceurs iraniens ont vraiment été mis hors de combat. CNN sort l'information. Évidemment, c'est la revanche du Pentagone par rapport au limogeage de son chef d'état-major. Mais ça nous dit quelque chose. Ça nous dit clairement que les informations qui sont données par l'état-major ne sont pas celles qui sont répétées par le Trump, gouvernement notamment. Et par Pete Hegseth, le ministre de la guerre. Donc très clairement, on assiste à un divorce entre la hiérarchie militaire et la hiérarchie politique. Lieutenant-colonel Vincent Arbaretti, vous êtes historien militaire et docteur en sciences politiques. Est-ce que ce limogeage, on peut imaginer que c'est parce que le chef d'état-major de l'armée de terre ne voulait pas envoyer de troupes sur le sol iranien ?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, l'US Army n'est pas trop concerné par l'envoi de troupes au sol, sauf si cet envoi est massif, parce que il vous a pas échappé que c'était les Marines, et donc ça aurait été normalement le commandant des Marines ou de l'US Navy, dont dépend les Marines. Qui lui est maintenu. Bah oui. Donc, alors il y a les parachutistes évidemment qui dépendent de l'US Army, mais je dirais que c'est pas eux qui seraient en première ligne, puisque eux ils peuvent toujours intervenir, bien sûr, pour des opérations soit commando, pour des opérations ponctuelles de va-et-vient sur des objectifs, mais ceux qui seraient vraiment au cœur de l'opération terrestre, eh ben, ce seraient les US Marines qui, eux, viendraient débarquer sur la côte nord du détroit d'Ormuz, donc en territoire iranien, de façon à s'assurer des deux rives. Si c'est ça très le plan. Compliqué. Si c'est en ça, réalité, mais on en ne fait, sait pas quel est le plan des Américains. on voit bien que la clé maintenant, à l'heure actuelle, c'était pas au début le cas, mais la clé de la victoire ou de la défaite, si on peut parler comme ça, c'est le détroit d'Ormuz, parce qu'on n'imagine pas que l'armée américaine fasse tel que Donald Trump l'a dit hier, c'est-à-dire s'en aille comme ça, en laissant le détroit d'Ormuz finalement sous le contrôle des Iraniens, mais aussi en laissant les alliés arabes tout seuls, parce que le problème, c'est que ces alliés arabes qui ont demandé hier aux Nations Unies d'avoir en gros une légitimité à une future action militaire, avec ou sans les Américains, peut-être avec d'autres alliés dont nous ferions peut-être partie, malgré tout, pour rétablir la circulation fluide sur les détroits d'Ormuz, et donc pour éviter que cette action militaire ait trop d'influence sur l'économie mondiale, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de quelque chose de très sensible. Donc évidemment, Donald Trump, quand il dit qu'il va réduire en cendres ou à l'âge de pierre, c'est complètement excessif. Et puis, c'est d'ailleurs l'expression de Pete Hegseth au départ. Oui, voilà. Donc c'est excessif. Mais derrière ça, il y a le vrai souci concernant le détroit d'Ormuz. Alors, justement, à propos du détroit d'Ormuz, très rapidement, Alban, cette autre information de la journée, un porte-conteneur français a passé hier le fameux détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Que les Iraniens l'ont laissé passer, tout simplement. Alors, dans quelles conditions l'ont-ils laissé passer ? Moi, je vais me retenir de donner la moindre hypothèse. Ce qui est certain, c'est que les Iraniens ont donné l'accord au capitaine pour un passage en sécurité du porte-conteneur. Donc, cela prouve quelque chose, au moins, c'est que les Iraniens considèrent qu'aujourd'hui, ils ont le droit d'arroger un pouvoir de passage sur le détroit d'Ormuz. Rappelons qu'il y a un mois et demi maintenant, avant que ce conflit ne commence, les Iraniens ne commandaient pas le détroit d'Ormuz. L'une des conséquences de l'intervention américaine en Iran, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran s'arroge un droit, alors pour combien de temps et dans quelles conditions on peut en discuter, de passage sur le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont considéré que ce porte-container français méritait de passer. Est-ce que c'est un geste envers la France ? Oui, évidemment. Alors, on va évoquer maintenant ce qui date depuis mercredi, mais voilà, ça pose quand même beaucoup de questions. C'est les menaces de Donald Trump à l'égard de l'OTAN et du fait que les États-Unis pourraient quitter l'Alliance Atlantique. Qu'est-ce qu'il a dit donc le mercredi ? Je dirais que l'adhésion des États-Unis à l'OTAN est plus que sujette à réexamen. Je n'ai jamais été impressionné par l'OTAN. J'ai toujours su qu'il n'était qu'un tigre de papier. Ce n'est pas une menace nouvelle, mais il faut toujours craindre, effectivement, que les États-Unis se désengagent à terme de l'OTAN. Je ne sais pas pourquoi il faudrait le craindre. La question est de savoir si les membres de l'OTAN le veulent ou ne le veulent pas. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, ce n'est pas en termes de crainte qu'il faut poser le problème. Ce qui est certain, c'est que la réalité, c'est que l'OTAN est le véhicule principal de l'influence militaire des États-Unis sur le continent européen. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, quel est l'enjeu pour les États-Unis aujourd'hui ? Assurer leur prééminence et leur statut de numéro 1 mondial. Est-ce que l'OTAN est un outil pour eux pour répondre à cet objectif ? Incontestablement, oui. Ont-ils la volonté d'en sortir ? Probablement pas. Après, que Donald Trump ait une sensibilité particulière sur la question de l'OTAN, c'est évident. Dès sa première administration, il a expliqué que ça coûtait trop cher aux Américains pour ce que ça leur rapportait. Bon, il a obtenu quand même, depuis, que tous les gouvernements européens promettent de passer leurs dépenses de défense à 3,5%, voire 5%, si on a un calcul un peu plus large. Donc, en la matière, il obtient des choses, il a obtenu ce qu'il voulait. Là, il est dans une nouvelle situation de surenchère. Il a précipité une espèce de chaos
au Moyen-Orient, et il aimerait bien s'en dépatouiller avec l'aide au moins financière des membres de l'OTAN, et c'est la raison pour laquelle il fait pression. Bon, ce qu'on a toujours dit au sein de la France insoumise, c'est ça, c'est que l'OTAN est d'abord et avant tout le véhicule de l'influence américaine sur le continent, et que je ne vois pas comment il pourrait se saborder. Après, ce ne serait pas la première fois qu'il fait quelque chose d'un peu irrationnel du point de vue des intérêts américains. Cette guerre en Iran ne s'imposait pas non plus. Donc ceux qui tiennent absolument au parrainage des États-Unis pourront aller jeter des larmes et se rendre compte qu'ils ont misé sur le mauvais cheval. Mais nous, en tout cas, au sein de la France insoumise, nous avons toujours défendu l'idée d'un désalignement des États-Unis, d'une émancipation de la France, et je pense que ça pourrait y concourir. Alors, lieutenant-colonel, effectivement, les États-Unis, malgré les menaces de Donald Trump, ils bénéficient de l'OTAN, notamment grâce aux nombreuses bases que les Américains ont, notamment en Europe, les militaires qui sont présents aussi sur des bases comme en Pologne. Et qui leur coûtent aussi de l'argent. En fait, les États-Unis contribuent à 70% en gros au financement de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est une organisation avec beaucoup de civils. Il y a une administration très lourde. Enfin, je l'ai vu de l'intérieur. Mais rien ne se fait sans le feu vert des Américains. De tous les théâtres d'opération. Et puis, ils sont eux qui ont les moyens de transport lourd, les moyens de transmission, les moyens de renseignement. Donc, en fait, c'est une organisation américaine, une sorte de vitrine dans laquelle ils ont des alliés dont les intérêts convergent, mais aussi qui sont leur légitimité. En fait, mais donc, est-ce que ces alliés peuvent faire sans les États-Unis ? Constituer la défense européenne. Voilà. Mais avoir le courage de le faire, ensemble, sans arrière-pensée de part et d'autre, en admettant qu'un Français puisse commander un Allemand, qu'un Allemand puisse commander un Britannique, enfin les Britanniques sont en dehors, un Belge, mais ça c'est pas trop gênant. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a un chantage de la part de Donald Trump qui dit « Vous ne m'aidez pas dans le Golfe, eh bien moi je vous aiderai pas si les Russes attaquent ». Et quand on dit que les Russes, alors je ne sais plus si sur cette chaîne ou d'autres, n'ont pas avancé, durant tout le mois de mars. C'est très intéressant. En fait, ils ne se sont pas donné beaucoup de mal, les Russes. Parce qu'ils attaquaient autrefois avec beaucoup de pertes. Là, ils se sont dit, on va voir ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, ce qui est vrai d'ailleurs, les Ukrainiens ont repris 700 km², ils leur ont laissé 700 km², mais pour eux, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, pour les Russes, c'est de dissocier les Américains des Européens, parce que dès lors qu'il n'y aurait plus la menace potentielle des États-Unis à l'égard de la Russie pour défendre les Européens, eh bien pour eux c'est gagné. Non, mais on va se dire les choses comme elles sont. Les Américains sont aujourd'hui les alliés objectifs de la Russie dans ce conflit. Il faut dire les choses comme elles sont. La réalité, c'est que les intérêts de Vladimir Poutine et de Donald Trump par certains côtés convergent, et très clairement aujourd'hui, le coup dur pour Donald Trump, c'est que Volodymyr Zelensky va équiper l'armée de l'Arabie Saoudite en drones défensifs, ce qui pour les Américains est absolument pas dans le logiciel prévu au départ. Donc la réalité, c'est que lorsque Donald Trump dit... Parce que Volodymyr Zelensky est venu faire une tournée, notamment dans plusieurs pays du Moyen-Orient, pour proposer ces drones aussi. Oui, c'est très habile et c'est très intelligent. Et certainement très pertinent, parce qu'en fait, on voit qu'on est malheureusement, et j'ai bien engagé peut-être sans qu'on le sache réellement, dans une sorte de conflit mondial, en fait, où les deux adversaires sont les États-Unis et la Chine. La Chine, d'ailleurs, qui n'est pas très bien... Enfin, ça ne fait pas vraiment ses affaires, cette crise du Moyen-Orient, et parce qu'économiquement, elle dépend beaucoup du pétrole moyen-oriental, mais qui continue, comme la Russie d'ailleurs, à objectivement aider l'Iran, malgré tout. Mais d'un autre côté, Zelensky, il a bien vu que c'était son intérêt à lui de ne pas froisser les Américains sur l'affaire du Moyen-Orient. Et lui, c'est peut-être le seul pays européen qui n'est pas dans l'OTAN, qui aide vraiment les pays du Golfe. Enfin non, la France aussi, mais on a des traités particuliers. Donc nous, en fait, on est un peu entre les deux. Et c'est pour ça que Donald Trump, en fait, il essaie de nous forcer à nous engager un peu plus qu'on l'est actuellement. Alors justement, on va voir la réaction d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer aux menaces de Donald Trump. C'est une responsabilité que prennent aujourd'hui les autorités américaines en chaque matin, disant qu'elles ne feront ceci, ne feront pas cela ou autre. Quand on a signé un texte, quand on s'est engagé dans une alliance, quand on croit qu'il est important de défendre la sécurité de ses alliés, en tout cas partenaires, on est à la hauteur des engagements qu'on a signés. On ne les commande pas chaque matin, ni pour dire qu'on le fera ou qu'on ne le fera pas, on ne dit rien. Et le jour où il y a un problème, on est là. Si on crée chaque jour le doute sur son engagement, on en vit de la substance.
Firstly, NATO. Je voudrais tout d'abord dire que l'OTAN est l'alliance militaire la plus efficace que le monde ait jamais connue. Elle nous a protégés pendant de nombreuses décennies et nous sommes pleinement engagés en faveur de l'OTAN. Fully committed to NATO. Alban Mikosi, on fait effectivement bloc parmi les pays alliés derrière cette alliance atlantique. Beaucoup de paroles verbales quand même. La réalité, c'est que l'OTAN, au départ, c'est une alliance défensive de protection de l'Atlantique Nord qui a un adversaire réel. Au départ, c'est l'Union soviétique. C'est dans cet objectif que l'OTAN avait été créée en fac du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, les Américains demandent à l'OTAN de devenir une alliance offensive qui, en très gros, serait au service des intérêts américains sur la planète. Les autres pays de l'OTAN disent non. Voilà, la réalité, c'est que Donald Trump a dévié l'OTAN de son sens primordial. Évidemment, ça a toujours été au bénéfice des États-Unis, mais c'était dans un cadre. Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre. Et quand l'OTAN était en Afghanistan, oui, c'était pas Donald Trump, mais les États-Unis, dès 1990, ont pris ce biais d'utiliser l'OTAN comme une légitimation de leurs actions internationales. Mais autant, en 90, il y a consultation des instances internationales, consultation de l'ONU. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'ONU. En 2001, les Russes ne mettent pas leur veto. Donc, en réalité, il y a une consultation internationale. Alors, tout ça, c'est lié. Mais Aurélien Saint-Toul, je vous rappelle, vous êtes député LFI des Hauts-de-Seine. On vous a invité ce matin parce que vous publiez un rapport avec François Cormier-Bouligeon, Ensemble pour la République, sur les dépendances de l'armée française et notamment vis-à-vis des États-Unis. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Écoutez, il y a plusieurs types de dépendances qu'on a documentées. Alors, il y a celles qui sont en réalité bien connues et qui sont sur des gros objets, des grosses plateformes. Et évidemment, dans ce domaine-là, les gouvernements, les armées sont très au courant. Elles savent qu'on a renoncé, il y a déjà de nombreuses années, à avoir des AWACS qui seraient des AWACS français, des avions de guerre aériens, etc. Donc, il n'y a pas de surprise concernant les gros objets. Mais il y a quand même, compte tenu du contexte, des rappels qui sont évidemment très importants. Le Charles de Gaulle fonctionne grâce à des catapultes, des brins d'arrêt qui permettent de lancer les avions. Et le nouveau porte-avions en construction le sera aussi. Absolument, qui sont donc américains et le prochain devrait avoir le même genre de dispositif. Et évidemment, on est dans un contexte où il est nécessaire de réévaluer les choix anciens. Bon, à titre personnel, je crois qu'un certain nombre de ces choix n'étaient pas les bons. Mais je crois, en tout cas, ce qui est certain, c'est que désormais, la question va se poser avec... Il y a eu trop de coupes budgétaires, notamment sur la question ? En réalité, le problème, c'est que dans le secteur de la défense, c'est un secteur qui a une forte inertie. C'est-à-dire que quand vous prenez un investissement, vous en voyez les effets 10, 20, 30 ans plus tard. Donc, c'est un peu difficile de venir comme ça... royalement dire on s'est trompé à tel moment précisément, etc. C'est des choses très imbriquées les unes dans les autres. Donc moi, je ne suis pas là vraiment pour distribuer les bons points. J'ai plutôt envie de réfléchir à la façon de sortir désormais. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut créer un chemin pour se désensibiliser, pour ne plus être vulnérable aux dépendances. Et ça va probablement valoir demander des investissements. Mais je crois qu'il y a des secteurs sur lesquels aussi on a été très désinvolte pour le moins, parce que, et ça c'est plutôt sur des composantes, des parties moins significatives que évidemment un avion en tant que tel ou un porte-avions. Dans le domaine des petites munitions, on s'est rendu compte au fil de l'audition, une des auditions que nous avons menées pour notre mission d'information, que par exemple la munition du fusil normal des armées, qu'on appelle la 5,56, déjà le fusil est allemand. Ça avait suscité une vraie polémique en son temps, puisqu'il n'y a plus de fusils français. C'est-à-dire qu'on ne construit plus, on ne fabrique plus de C'était en 2006. C'était en 2006, on a abandonné la fabrication de fusils. La dernière fabrication. Absolument, et effectivement, ça c'est le choix c'est le fait de politique contre lesquels moi, je me suis élevé à titre personnel, j'étais simple citoyen à l'époque, mais toute la logique de privatisation des grandes industries de défense qui est en fait est à l'œuvre depuis une trentaine d'années nous place aujourd'hui dans cette situation avec des difficultés par exemple dans la production de drones à bas coût. Si on avait gardé des capacités de production industrielle de meilleur niveau, évidemment aujourd'hui on ne se poserait pas autant de questions sur notre capacité ou pas à appuyer sur un bouton et à lancer des productions en grande quantité. Mais je vous donnais cet exemple de la munition de 5,56. On s'est aperçu que cette munition qui est de base en réalité un produit consommable très important, eh bien il est fourni par Israël. Probablement pas exclusivement par Israël, mais par Elbit, et donc une entreprise israélienne, et pour des volumes qui quand même concernent des millions de pièces. Je
je ne veux pas vous donner un nombre exact, mais qui concerne des millions de pièces. Donc quand il y a 2-3 jours, on entend que les autorités israéliennes menacent d'abord de cesser les importations françaises, on se dit que ça n'a aucun problème, ça ne représente pas de très gros volumes. Mais à l'inverse, si du jour au lendemain, et ça a été suggéré par un article du Jérusalem Post, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans aucune balle, vous allez avoir un problème, même si le marché est quand même assez profus en la matière. Un autre sujet, juste pour finir sur la question de la désindustrialisation, moi, ça fait des années que je suis un sujet qui est la production d'obus de 155, qui est un peu l'obus standard. Il y a un seul site de production, en tout cas pour fondre le corps de ces obus, il est à Tarbes. Et depuis plusieurs années, j'alerte parce que l'entreprise qui a repris ce site, en réalité, ne fait pas les investissements nécessaires. On a un problème fondamental. Ces gens-là, les dirigeants de cette entreprise, on leur a demandé de venir devant dans la mission d'information pour nous donner des éléments. Ils n'ont pas daigné répondre et il a fallu organiser une audition en commission d'enquête hier, dans le cadre d'une commission d'enquête sur la prédation financière des capacités industrielles de la France, pour qu'enfin on ait éventuellement quelques réponses. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement, l'État, est quand même très inactif pour réagir à ça. L'État est inactif, mais le budget de la défense a été largement augmenté. On a parlé des munitions. Sébastien Lecornu a dit qu'il y aurait 8,5 milliards pour en commander. Mais on n'est pas dans on va faire des usines en France pour produire. Alors, en fait, le problème, c'est un problème structurel aussi à l'Union européenne, si vous voulez, parce que moi, j'ai connu l'époque où, quand il y avait un appel d'offres des armées, c'était les entreprises françaises qui répondaient, parce que c'était un secteur qui était national. Le général de Gaulle, et puis même la 4e République, mais surtout après les guerres d'Indochine et d'Algérie, a voulu créer un outil de défense national, indépendant, à la fois des soviétiques et des américains. Parce que, évidemment, le problème, c'est que quand vous faites un appel d'offres européen, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le fusil allemand HK, on répond au mieux disant. Alors, il se trouvait qu'il y avait plus des manufactures d'armes de Saint-Étienne depuis 2006. Mais c'est vrai pour tout. Et puis, en fait, moi, quand j'étais au service historique de la défense, j'ai regardé certaines choses qui étaient très intéressantes. Les archives, en fait, on s'aperçoit que la rupture réelle, c'est à partir de l'informatique qui est arrivée et pour lesquelles les Américains avaient une certaine prééminence technologique. Et par exemple, la guerre du Golfe, il y a une mission française qui a été envoyée pendant la guerre du Golfe chez les Américains pour voir comment les outils de simulation américains étaient utilisés. Et bien, à partir de ce moment, on s'est dit, mais ils sont très bien, les outils de simulation américains. Nous, on avait des outils de simulation, mais des purement nationaux, mais qui demandaient des calculateurs, tout ça, qui étaient pas du tout... Et puis on s'est dit, on va les utiliser, les outils. Et les Américains, de façon très aimable, nous ont dit, mais on va vous donner des systèmes. Alors les Français, au début, modifient quelques algorithmes, quelques trucs, puis ensuite, on est complètement dépendant. Et c'est vrai pour les Français, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres pays européens occidentaux qui sont devenus, comme ça, dépendants de tout le software produit aux États-Unis, au plan militaire. Aurélien Saintou. Pour compléter et aller exactement dans le sens du lieutenant-colonel Arbaretier, ce qu'on a observé, c'est que en réalité, il y a toute une série de capacités qu'on appelle un peu dans le jargon des enablers. Moi, j'ai traduit en mauvais français, je dis encapacitant. J'essaye de populariser cette expression. C'est-à-dire les architectures de réseaux, de systèmes, d'informations, de satellites, etc., qui vous mettent en situation de mener une guerre éventuellement si vous le décidez. Eh bien, ces technologies-là, elles existent en France, elles sont sous-dimensionnées en cas d'un conflit majeur. Et donc, évidemment, pour nos partenaires, eux, ils sont carrément complètement dépourvus de ce genre de capacité. Et il y a là, vraisemblablement, un domaine dans lequel il va falloir progresser pour s'affranchir des dépendances. Et le dernier point, vraiment, pour finir, c'est qu'on a considéré que l'industrie de défense était une espèce d'îlot industriel au milieu d'une désindustrialisation globale qui était notamment due au choix de politiques européennes liées aux délocalisations et à la faveur qu'on a accordée à cette stratégie. Merci Aurélien Saintou. Je rappelle que vous êtes député LFI des Hauts-de-Seine et que vous avez publié vous êtes co-rapporteur d'un rapport d'information sur les dépendances militaires de la France vis-à-vis de l'étranger. Merci à vous. Ne bougez pas, tout de suite, c'est la météo.